Cyrulnik, vous participez aujourd'hui pour la première fois au cycle de conférences de 18h59. Que pensez-vous de ce nouveau rendez-vous du savoir et de l'intelligence à Saint-Raphaël? Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'y participer? Alors je suis ravi de participer à ce genre d'intervention parce que il n'y a pas longtemps encore, on nous disait qu'il fallait avoir un langage adapté à la foule, c'est-à-dire aux ignorants, et notamment dans des grandes instances comme la télévision, on nous disait on mettait la barre plus bas, et c'est le contraire qui marche, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les auditeurs pour des débiles, et il ne faut pas mettre la barre non plus de manière trop technique, mais c'est à nous de faire un effort pour se faire bien comprendre. Et je me rends compte que les gens adorent faire un effort intellectuel, adorent lire, et que depuis qu'on fait ça, depuis que le niveau, et les gens sont très demandeurs de conférences partout, et depuis que le niveau a été élevé, eh bien les gens éprouvent du plaisir à débattre intelligemment. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler de la résilience. Expliquez-nous comment est né le terme de résilience et ce qu'il signifie. Alors, c'est un mot français qui vient du latin, resalire, à nouveau bondir, bondir en arrière et redémarrer. Ça a donné ressaut, ça a donné résilier, et c'est un mot qui a bien vécu dans les pays anglo-saxons, parce que ça fait partie de leur psychosociété, et qui a été un peu oublié dans la langue française. Mais les techniciens l'employaient, non pas dans métallurgie, comme je l'entends souvent, mais en agronomie. On dit qu'un sol est résilient quand, après une inondation ou un incendie, la vie reprend, mais ce n'est pas la même flore, ce n'est pas la même faune, mais c'est une vie intéressante. C'est exactement la définition de la résilience, c'est-à-dire que quand, après un traumatisme, qui ne manque pas, il y a beaucoup de biographies avec des traumas, eh bien on est hébété par le malheur, on ne sait plus le résoudre, et puis après qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on reste hébété par le malheur, c'est le syndrome psychotraumatique, ou bien on se débat pour reprendre non pas son développement, puisqu'on a été traumatisé, mais un bon développement quand même, le mieux qu'on peut, selon les circonstances. Donc c'est une définition bébête, tellement elle est évidente. Ce qui n'est pas évident, c'est de trouver les facteurs de résilience, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre une reprise de bon développement. Et là, il faut donner la parole à des biologistes, des psychologues, des sociologues, des gens de culture. Et donc, on ne peut pas tout apprendre tout seul. Donc, il faut se mettre en équipe pour répondre à cette question. Vous parliez de la notion de traumatisme. Qu'est-ce qui différencie le traumatisme de l'épreuve ou de la souffrance, pour bien faire le distinguo? Alors, la souffrance est inévitable. Personne ne peut prétendre y avoir échappé, que ce soit la souffrance physique ou la souffrance psychique, on y a toujours droit. Donc ça fait partie de la vie. L'épreuve, on reste soi-même dans l'épreuve, on reçoit un coup, on est malheureux, mais on sait comment on va faire pour affronter, on va faire ci, faire un dossier, aller voir un tel. Alors que dans le trauma, la neuroimagerie moderne montre que le cerveau est éteint. Il ne peut plus traiter les informations, soit par un choc physique, knock-out, KO, soit par un choc émotionnel. La nouvelle est trop forte, comment je vais faire? Des tragédies arrivent, donc on est KO. Et là, la vie peut reprendre si on est entouré et si on cherche à donner sens à ce qui nous est arrivé. Alors là, on comprend comment, physiquement, psychologiquement, relationnellement, il faut faire pour s'en remettre. Et quand on fait ce travail, on constate que la majorité des gens s'en remettent, contrairement à ce qu'on nous disait il y a quelques décennies. Mais il faut entourer les gens blessés, il ne faut pas les laisser tout seuls, parce que là, effectivement, si les gens sont laissés seuls, il n'y en a pas beaucoup qui se remettront à vivre. Dans vos ouvrages, vous expliquez que les personnes qui ont reçu de l'affection dans leur enfance, qui ont disposé d'un environnement stable, sécurisant, ont plus de chances de supporter un traumatisme. Alors, qu'est-ce qu'il arrive des enfants qui n'ont pas bénéficié de tous ces facteurs de protection? Est-ce que c'était irréversible? Est-ce que jusqu'à quel point? Alors, ce qu'on sait maintenant dans les études neurologiques, biologiques, affectives et psychologiques, c'est que un bébé qui est
traumatisé très tôt, parfois même avant sa naissance, qui est laissé seul, quand la solitude sensorielle, affective est importante et durable, la résilience sera très difficile. Et qu'on voit avec les enfants qui ont été abandonnés et placés en isolement sensoriel, comme on l'a vu dans les pays de l'Est, en Roumanie par exemple, même si aujourd'hui les Roumains ont fait énormément de progrès, c'est pourtant chez eux que plus de 200 000 enfants ont été placés par une pensée politique criminelle en isolement affectif total, dès la naissance. Il y a beaucoup de dégâts, et là, on n'a pas pu rattraper ces enfants. 100 000 ont été rattrapés quand même, mais 100 000 n'ont pas été rattrapés. Il y a les orphelins de Duplessis, au Canada, ont connu la même épreuve. Quelques-uns ont été rattrapés, beaucoup feront leur vie avec des dégâts améliorables, mais ça ne sera pas un vrai processus de résilience. Donc là, pour répondre à votre question, il y a une chose à faire. Quand un enfant est traumatisé, vite l'entourer, vite le sécuriser, et vite le remettre au travail. Travail physique, travail d'apprentissage. Et là, au contraire, on constate que, on dit pour faire un schéma, 90% de ces enfants vont reprendre un bon développement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont oublier leur trauma, mais ils vont bien se développer en gardant dans leur mémoire, parfois dans leur cerveau, la trace du trauma, mais ils vont être réhumanisés. En revanche, s'ils sont isolés précocement, intensément, durablement, la résilience, là, aura une faible probabilité. Pensez-vous que la capacité de résilience est une disposition innée ou est-ce qu'elle se construit dans le temps? Alors, le terme inné acquis remonte au XVIIe siècle. Avant, on n'en parlait pas. Et depuis 50 ans, on n'en parle plus. C'est-à-dire que dans notre culture, on continue à poser le problème en termes d'inné et d'acquis à cause de Descartes. Il y a le corps d'un côté, la biologie et l'âme sans matière, sans substance, on ne sait pas où elle flotte, on ne sait pas où elle est. Et on est la seule culture à faire cette classification. Les cultures asiatiques, les cultures indiennes, les cultures africaines ne font pas ces catégories. Et on les désoriente avec cette question innée et acquis qui est invincible chez nous. On continue encore à se poser la question comme ça, alors que les biologistes, même dans les éthologues animaliers, ils y ont renoncé. Et en biologie, depuis 50 ans, on n'emploie plus jamais cette distinction, qui est une distinction philosophique de notre culture, cartésienne, qui empêche la pensée. Qu'est-ce qu'on entend par un processus de résilience? Est-ce qu'on peut se faire accompagner dans ce processus? Vous parliez tout à l'heure de l'importance d'entourer les enfants suite à un traumatisme. Un adulte qui prendrait aujourd'hui la décision de s'atteler à ce traumatisme, de quelle manière pourrait-il le faire? Alors j'ai dit qu'il fallait entourer les enfants parce que c'est une période sensible du développement et que là, toute gentillesse marque une empreinte et tout trauma marque une empreinte aussi biologique. Mais c'est vrai aussi à tout âge, hein, ça commence à être discutable, ça marche moins bien après 120 ans. Là, ça marche moins bien. Mais jusqu'à 120 ans, on a fait des études sur les personnes âgées et elles ont besoin d'affectivité comme tout le monde. Hein, et on voit que ces personnes âgées, quand elles ont du mal à parler parce qu'elles perdent la mémoire des mots, c'est pas une aphasie, c'est la mémoire des mots. Comme elles parlent mal ou comme elles répètent souvent la même chose, on les abandonne. Et on aggrave le processus. Et depuis qu'on a compris qu'il y a d'autres manières de communiquer que la parole, on peut communiquer par les gestes, par la musique, par les images, eh bien on ne guérit pas la vieillesse, on ne guérit pas l'Alzheimer, mais on le rend beaucoup plus supportable. Et en tout cas, les familles sont beaucoup moins blessées par la mère démente, qui est beaucoup moins démente, parce qu'elle a trouvé d'autres canaux de communication. Donc ça veut dire que, pour répondre à votre question, toute notre vie, alors mon maître John Bowlby dit « du berceau à la tombe ». Donc on a besoin d'affection du berceau à la tombe. Donc quand un adulte est blessé, on l'a vu dans les attentats, on le voit dans la vie encore, hein, je rentre de Roumanie et d'Algérie, c'est très vivant encore aujourd'hui. Le premier mot, c'est le soutien. Les Parisiens ont bien réussi ça, c'est-à-dire que tout de suite après l'attentat, qui a été d'une très grande cruauté, d'une horreur traumatique, hein,
L'attentat de Nice, peut-être encore plus, mais l'attentat de Paris a été effrayant. La mise en scène était effrayante, celle de Nice aussi. Mais les Parisiens ont bien réagi, c'est-à-dire que tout de suite, il y a eu des associations. Tout de suite, les responsables politiques sont intervenus. Les médecins, pompiers, secouristes sont bien sûr intervenus en première ligne, mais tout de suite après, les psychologues sont intervenus, les médecins, et il n'y a pas eu de conflit politique. C'est-à-dire que les politiciens, même quand ils n'ont pas été d'accord pour la gestion de la France, là, ils ont été d'accord pour préserver ces gens. Et un an après, les évaluations sont faites. La plupart de ces syndromes psychotraumatiques ont déjà disparu. Et les 25% qui restent un an après, on pense que dans un an, il en restera 10% qu'on ne va pas récupérer. Donc c'est un excellent résultat. Mais ça veut dire que les gens, la population a bien réagi, les politiciens ont bien réagi, et qu'on a récupéré, par un phénomène technique et culturel, on a récupéré la plupart de ces gens. On n'a pas récupéré leur malheur. Quand ils ont été mutilés, ils ont été mutilés. Là, c'est la médecine. On n'a pas récupéré leur deuil. Quand ils ont perdu quelqu'un, on ne va pas leur rendre. Mais on leur permet de reprendre une vie humaine, acceptable quand même, après le traumatisme. Et pour conclure, Boris Cyrulnik, vous êtes vous-même un exemple de résilience. Fils de parents déportés, vous avez vécu dans votre petite enfance plusieurs situations traumatisantes pour échapper au camp de la mort. Selon vous, peut-on guérir de tous les traumatismes et peut-on en faire une force? C'est le principe de la résilience, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barème de traumatisme. On voit des gens fracassés pour la mort du petit chat, et ils sont fracassés. Et on voit des gens qui traversent vous avez pris l'exemple des camps de la mort, mais qui est le paradigme de l'horreur sociale, mais il y a d'autres manières de souffrir. Hein. Là, je rentre d'Algérie avec les 10 ans d'années noires, comme ils disent. Il y a énormément de syndromes traumatiques. Donc, il n'y a pas de barème. On voit des gens qui traversent tout ça, apparemment sans dégâts, et des gens qui sont complètement effondrés. Donc il faut faire d'analyse systémique, et non pas, comme nous a dit Descartes, une cause qui provoque un effet. Il faut faire une analyse systémique et entrer dans le monde de ces gens, et on se rend compte qu'à ce moment-là, petit à petit, ils s'entraînent, on les entoure, on travaille avec eux, ils se remettent à bien fonctionner, mais ils n'oublient pas le traumatisme. Ils n'oublient pas le traumatisme, mais ils en font souvent une force, et ils en font souvent même une vocation dans leur existence, c'est-à-dire que très souvent ils deviennent spécialistes du trauma qui les a blessés. Et ça, donc, parce qu'ils sont motivés, ils sont hypersensibles à ce phénomène, et ils passent leur temps à se rencontrer, à se donner, à lire, à organiser, et ils deviennent spécialistes de ce qui les a blessés, ce qui est une manière d'être plus fort que le trauma, d'être plus fort que la mort, même comme on disait au XIXe siècle. Merci infiniment, Boris Cyrulnik. C'est moi qui vous remercie.